Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'informations sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine autorise les familles à avoir 3 enfants. Les résultats du dernier recensement décennal publié au début du mois de mai ont révélé un vieillissement plus rapide que prévu de la population chinoise. Amarrage réussi du vaisseau spatial cargo chinois Tianzhou-2 et au module de la station spatiale. Selon l'agence chinoise des vols spatiaux habités, l'ensemble du processus a duré 8 heures. Les billets de train pour les vacances de la fête des bateaux dragons sont en vente. Avec l'arrivée des beaux jours, les vacanciers devraient être au rendez-vous dès le 12 juin, date du début des congés. Il est le seul survivant de l'Ultra Trail. Le coureur chinois Zhuang Xiaotao revient sur ce drame qui a causé la mort de 21 participants le 22 mai dernier. Huawei en difficulté, les magasins de la marque n'ont presque plus rien à vendre depuis les sanctions américaines, les obligeant à vendre des produits d'autres fabricants chinois. Et nous terminerons ce journal avec des images d'éléphants sauvages d'Asie qui migrent actuellement vers le nord dans le Yunnan. Pour lutter contre le vieillissement de la population, la Chine a décidé d'autoriser les familles à avoir 3 enfants, une décision qui intervient quelques semaines après la publication des résultats du dernier recensement décennal. En 2020, le taux de natalité était au plus bas depuis la fondation de la Chine communiste en 1949. Lundi, la Chine a décidé de supprimer la limite de 2 enfants par couple dans l'espoir de faire repartir la natalité dans le pays le plus peuplé du monde. Cette décision survient quelques semaines après la publication des résultats du dernier recensement décennal qui a révélé une forte baisse du taux de natalité dans le pays le plus peuplé du monde. Au début de mai, ces résultats ont révélé un vieillissement plus rapide que prévu de la population chinoise. L'année dernière, marquée par l'épidémie de Covid-19, le nombre des naissances est tombé à 12 millions contre 14 millions en 2019. Cette année-là, le taux de natalité était déjà au plus bas depuis la fondation de la Chine communiste en 1949. En 2016, après plus de 3 décennies de politique de l'enfant unique, la Chine avait assoupli ses règles, autorisant tous les Chinois à avoir un 2e enfant, mais sans parvenir à faire repartir la natalité. Les raisons de la baisse de la natalité sont multiples: recul du nombre des mariages, hausse du coût des logements et de l'éducation, fertilité plus tardive pour les femmes qui privilégient davantage leur carrière, excès du nombre d'hommes par rapport aux femmes du fait de la préférence traditionnelle pour les enfants mâles. À l'autre bout de la pyramide des âges, la Chine comptait l'an dernier plus de 264 millions de personnes âgées de 60 ans et plus, soit 4 fois la population totale de la France. Cette classe d'âge constitue désormais 18% du total, soit une hausse de 5,44 points de pourcentage par rapport au recensement de 2010. À l'inverse, la population d'actifs ne représente plus que 63% du total, en repli de 6,79 points sur 10 ans. À ce rythme, la Chine pourrait se voir dépossédée plus rapidement que prévu par l'Inde de son titre de première population mondiale. Le grand voisin du Sud devait compter 1,38 milliard d'habitants en 2020, selon les estimations des Nations Unies. Et justement, Xi Jinping a présidé lundi une réunion du bureau politique du comité central du Parti communiste. Le président chinois a écouté les rapports sur les principales mesures visant à faire face au vieillissement de la population pendant la période du 14e plan quinquennal. La réunion a révisé une décision relative à l'amélioration des politiques de natalité afin de promouvoir une croissance démographique équilibrée sur le long terme. Et justement, le Parti communiste chinois fête cette année son 100e anniversaire. Les festivités devraient commencer cet été à Beijing. Le centre médiatique pour les activités de célébration du centenaire de la fondation du Parti communiste chinois sera mis en service le 26 juin. Le centre médiatique pour les activités de célébration du centenaire de la fondation du Parti communiste chinois sera mis en service le 26 juin prochain. Les célébrations auront lieu à Beijing autour du 1er juillet, date de l'anniversaire du Parti communiste chinois. Les centres médiatiques basés à l'hôtel du centre médiatique à Beijing organisera des conférences de presse, arrangera des interviews et fournira les informations et les services techniques nécessaires aux journalistes chinois et étrangers. Un site officiel et un compte WeChat du centre des médias seront également dévoilés.
Les journalistes des régions administratives spéciales de Hong Kong, de Macao et de Taïwan, ainsi que les journalistes étrangers, pourront désormais soumettre leurs informations d'enregistrement. Le service d'enregistrement restera ouvert du 1er au 12 juin. Afin de contrôler efficacement le Covid-19 et de protéger la santé publique, le Centre des médias invitera les journalistes de Hong Kong, de Macao, de Taïwan et des pays étrangers déjà présents à Beijing pour couvrir les événements sur place. Les journalistes d'outre-mer, eux, ne seront temporairement pas invités à Beijing pour la couverture médiatique. Les journalistes enregistrés du monde entier auront, eux, accès aux informations pertinentes en chinois et en langue étrangère sur le site du Centre des médias. Dimanche à 5h01 précise, heure de Beijing, le vaisseau spatial cargo chinois Tianzhou 2, transportant des fournitures, des équipements et du propergol, s'est amarré avec succès au module de base de la station spatiale Tianhe. L'ensemble du processus a duré plus de 8 heures. Le vaisseau spatial cargo chinois Tianzhou 2 transportant des fournitures, des équipements et du propergol s'est amarré avec succès au module de base de la station spatiale Tian dimanche, selon l'agence chinoise des vols spatiaux habités. Dimanche à 5h01 heure de Beijing, Tianzhou 2 et Tian ont achevé le rendez-vous et l'amarrage orchestré par ordinateur. L'ensemble du processus a duré environ 8 heures, a déclaré l'agence. La fusée Longue Marche 7Y3 transportant Tianzhou 2 a décollé samedi à 20h55 heure de Beijing du site de lancement spatial de Weichang sur la côte de la province insulaire méridionale de Henan. Combiné avec Tian, Tianzhou 2 va réapprovisionner Tian en propergol. Les essais sur l'équipement du projet d'application spatiale seront également effectués comme prévu. La Chine a lancé son module de base de la station spatiale Tian le 29 avril dernier. Le pays envisage de terminer la vérification des technologies clés et la construction en orbite de la station spatiale par de multiples lancements dans les 2 prochaines années. Le lancement de samedi était la première mise en service du système de transport de fret de la station spatiale, composé du vaisseau spatial Tianzhou et de fusées Longue Marche 7. Les vacances de la fête des bateaux dragons approchent à grands pas en Chine. Elles commencent cette année le 12 juin, une période durant laquelle les voyageurs devraient être nombreux. Les réservations de billets de train, eux, sont déjà en vente depuis samedi. Les billets de train pour le premier jour des vacances de la fête des bateaux dragons en Chine sont disponibles depuis samedi. Les ventes de billets de train pendant les prochaines vacances devraient également être soutenues comme pendant les vacances du 1er mai. Cette année, la fête des bateaux dragons tombe le 14 juin, mais les vacances commencent 2 jours à l'avance, c'est-à-dire le 12 juin. Avec la brise estivale et le ciel bleu azur, tout le monde est tenté de sortir. Selon la règle actuelle, la période maximale de prévente de billets de train est de 15 jours. Les passagers peuvent acheter des billets de train pour les premiers jours des vacances du festival des bateaux dragons de cette année, le 29 mai, sur les plateformes officielles du Centre de service client ferroviaire de Chine. Les billets aller-retour pour le dernier jour des vacances, soit le 14 juin, peuvent être achetés le 31 mai. Selon le ministère chinois de la Culture et du Tourisme, 230 millions de touristes nationaux ont voyagé pendant les vacances du 1er mai, soit une augmentation de 119% sur un an et une reprise de 103% par rapport à la même période avant la pandémie. Les vacances de la fête des bateaux dragons de cette année seront certainement le deuxième pic des déplacements de passagers après celle du 1er mai. Prenons la région du delta du fleuve Yangtze comme exemple, les autorités ferroviaires estiment que pendant les vacances, plus de 12 millions de passagers voyageront en train, avec une moyenne quotidienne de plus de 2,5 millions de voyageurs, dépassant les scores de 2019. Le nombre de passagers devrait donc atteindre un nouveau record. Les autorités invitent les gens à continuer de respecter des mesures préventives anti-épidémiques telles que la distanciation sociale et le port du masque sanitaire. Le 22 mai dernier, l'Ultra Trail en Chine connaissait une tragédie. 21 participants décédés d'hypothermie sur le parcours dans la province du Gansu à la suite d'une chute de température subite. Dans le peloton de tête, une seule personne a survécu. Il s'agit de Zhang Xiaohao, le coureur. Le coureur chinois Zheng Xiaotao revient de très loin. En effet, il a frôlé la mort à 1800 mètres d'altitude alors qu'il participait à un ultra trail, le Yellow River Stone Forest
Forest Park d'une longueur de 100 km. Les prévisions météorologiques n'avaient pas été prises en compte par les organisateurs de la course et la tragédie a fait 21 morts, dont plusieurs sportifs de renommée internationale. L'événement rassemble chaque année des athlètes de haut niveau dans la province du Gansu, une région aride de plateaux située entre le Tibet et la Mongolie. Quand les coureurs se sont élancés à 9h, les conditions météo étaient encore normales. Il en a été ainsi pendant les 20 premiers kilomètres. C'est entre le deuxième et le troisième point de contrôle de la course que la tragédie s'est jouée, écrit Zhang Xiaotao, dès le lendemain de l'accident dans un témoignage repris sur le site d'information chinois Kingxin. La température a brusquement chuté sur ces hauteurs, précipitant des rafales de vent froid et de la pluie verglacée sur les femmes et les hommes engagés dans le parcours. Le sportif a alors dépassé un concurrent, puis un autre, Wu Parong, arrivé à mi-chemin de la côte Wu a commencé à trembler de partout, sa voix tremblait quand il parlait, et le voyant dans cet état, j'ai passé mon bras autour de lui et nous avons continué ensemble, explique Zhang Xiaotao, qui dit avoir perdu ensuite le fil des événements. Le vent était si froid et le sol tellement glissant qu'il était difficile d'avancer en se tenant l'un et l'autre. Les deux coureurs se séparent, Wu Parong trouvera la mort un peu plus tard. Zhang Xiaotao raconte avoir perdu le contrôle de ses membres. Engourdi par le froid, il tombe plusieurs fois avant de s'écrouler en état d'hypothermie avancée. Il n'a que le temps de s'envelopper dans sa couverture de survie, d'activer son signal GPS avant de s'évanouir. Il doit son salut à un berger qui l'a transporté à l'abri d'une grotte. La tragédie a donné lieu à l'annulation de pas moins de 13 autres ultra-trails qui devaient se tenir en cette fin mai et en juin dans différentes régions chinoises. Ce sport extrême jouit d'une popularité grandissante dans le pays depuis 2014. En 2016, selon les chiffres de Kingxin, il y avait 40 à 60 entreprises organisatrices de ces ultra-trails dans le pays. Aujourd'hui, elles se comptent par plusieurs centaines. À la veille de la pandémie, on pouvait compter 1 millier de courses organisées et près de 100 000 ultra-trailers actifs dans le pays. 8 mois après les sanctions de Washington interdisant à toute entreprise de semi-conducteurs utilisant des technologies américaines de vendre leurs produits à Huawei, les approvisionnements du géant chinois des télécommunications s'épuisent. Les magasins de la marque n'ont presque plus rien à vendre, comme vous allez le voir dans ce sujet. C'est la déprime dans les boutiques Huawei chinoises. En raison de sanctions américaines, la branche mobile du géant chinois des télécommunications est dans une situation dramatique, au point que des magasins franchisés Huawei vendent furtivement des produits d'autres fabricants chinois, comme Oppo et Vivo, selon une information révélatrice diffusée dans la rubrique Sciences et technologies de Sohu, l'un des plus importants portails du pays. Si les marques chinoises Oppo et Vivo, ainsi que Xiaomi, jadis concurrentes de Huawei, ont bénéficié de la chute de ce dernier sur le marché domestique de la téléphonie mobile de milieu et d'entrée de gamme, ce sont l'américain Apple et le sud-coréen Samsung qui sont les grands gagnants sur le marché du haut de gamme. À ce sujet, Yu Shendong, PDG de la branche grand public de Huawei, a déploré qu'en moins de 2 ans, les États-Unis aient imposé à Huawei 4 séries de sanctions, plus vicieuses les unes que les autres, plongeant l'activité de Huawei dans une détresse extrême. Hu Shendong a avoué que sa firme ne pouvait plus assurer l'expédition de ses produits, rapporte le portail chinois Sina. Les médias chinois mettent surtout en cause la date du 15 septembre. À cette date était entrée en vigueur la décision des autorités américaines d'interdire à toute entreprise domestique ou internationale utilisant des technologies américaines de vendre leurs produits à Huawei. Malgré les difficultés, Huawei continue de proposer des produits. La Watch 3 en fait partie. La montre connectée de la marque sera présentée le 2 juin en même temps que le nouveau système d'exploitation HarmonyOS. Le 2 juin sera une date importante pour Huawei. C'est en effet ce jour-là que le géant chinois présentera officiellement HarmonyOS, son prochain système d'exploitation pensé comme une alternative à Android. Mais la firme ne devrait pas parler uniquement de software. La conférence sera également l'occasion de découvrir la Huawei Watch 3, un modèle de montre connectée plutôt attendu par les amateurs. La marque en a profité pour faire un peu de teasing sur le réseau social
social Weibo. Si Huawei fabrique des montres connectées depuis 2015, ce modèle semble voir initier une nouvelle dynamique. Sur une des images postées, on remarque en effet ce qui ressemble à une couronne de montre, une partie dont ne disposaient pas les Huawei Watch ou Watch GT. On peut donc s'attendre à un vrai changement côté design. Cette dernière devrait également être une ambassadrice d'Harmony OS. On imagine que le fabricant voudra ainsi montrer que son nouveau système d'exploitation est modulaire et s'adapte à tous les produits qui suivront. Le premier produit à en bénéficier pourrait d'ailleurs être la tablette MatePad Pro 2. Un récent tweet du leader Roden 950 dévoile une interface colorée et tout en rondeur. La firme ne cache pas ses ambitions. Elle espère en effet que 300 millions d'appareils tourneront sous son OS d'ici la fin de l'année 2021. Pour ce faire, elle aimerait attirer d'autres ténors chinois sur Harmony OS et ainsi provoquer un changement de paradigme sur le marché asiatique. Et pour terminer ce journal, direction le Yunnan. Dans cette province chinoise, 15 éléphants migrent actuellement vers le nord. Depuis 1958, le Yunnan a créé 11 réserves naturelles nationales ou régionales dans les régions tropicales pour protéger ces éléphants d'Asie. Les autorités suivent 15 éléphants d'Asie sauvage dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, alors que le troupeau migre vers le nord. Les éléphants se déplacent actuellement dans le district d'Eshan après un long voyage dans la préfecture, dans l'extrême sud de la province depuis le 16 avril. Ils se trouvaient samedi à moins de 50 km de la capitale provinciale Kunming. C'est ce qu'a déclaré l'administration provinciale des forêts et des prairies. Les images de surveillance montrent que le troupeau comprend 6 éléphants femelles adultes, 3 adultes mâles, 3 jeunes adultes et 3 petits. Selon les autorités locales, il est rare que les animaux géants se déplacent aussi loin vers le nord de leur habitat traditionnel. Elles ont pris des mesures pour prévenir les conflits entre les humains et les éléphants, car ces derniers pourraient bien s'égarer dans les établissements humains. Depuis 1958, le Yunnan a créé 11 réserves naturelles nationales ou régionales dans les régions tropicales, couvrant une superficie totale d'environ 510 000 hectares. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite clochette en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.